Vous écoutez Le Grand Débat, issu de l'épisode S612 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 15 juin 2023. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour avec Timothée Cognard pour tenter de lister et d'expliquer tous les termes techniques importants liés aux optiques. Alors, c'est un très vaste et très ambitieux programme. On va devoir faire des choix, essayer d'organiser les choses et on va monter progressivement dans la complexité des termes que l'on va aborder. Aïe, aïe, aïe. Je vous propose que l'on organise notre discussion en deux grandes parties, ou deux thématiques en quelque sorte. On va commencer par aborder les caractéristiques de base d'une optique, puis on va parler de la qualité optique et de la qualité d'image qui en résulte. Mais avant toute chose, Timothée, est-ce que tu peux essayer de nous expliquer pourquoi finalement les objectifs photo ou vidéo sont des produits de très haute technologie optique, évidemment, mais aussi mécanique et électronique. Alors, pour expliquer un petit peu en quoi c'est intéressant d'un point de vue technologique, c'est qu'en fait, il y a toute une dimension de conception, donc il y a toute une partie physique fondamentale. On va peut-être en parler un tout petit peu plus tard, mais il y a beaucoup de problèmes physiques durs à résoudre, notamment quand on veut avoir des ouvertures qui sont assez larges, donc à collecter plus de lumière. Il y a toute une précision dans la fabrication. Le processus de fabrication est très complexe parce qu'il faut garantir ce qu'on appelle des tolérances de fabrication qui sont souvent de la classe de quelques microns, en fait. Donc c'est vraiment... Le niveau de précision? Oui, c'est extrêmement précis. Ok. On a besoin de garantir une durée de vie sur l'ensemble de l'utilisation du produit. Donc typiquement, quand on fabrique une optique, il faut qu'elle soit, même malgré des éventuels chocs, des poussières, etc., utilisable même 10 ans plus tard. Et tout ça, c'est extrêmement complexe. Il y a tout un souci, effectivement, aussi d'électronique, tu le précises, sur la partie mise au point. Parce que plus on essaye de faire des mises au point précises, et plus il faut avoir aussi toute une mécanique derrière qui suit. Et donc, on a vu plusieurs étapes dans les processus de mise au point. C'est-à-dire que maintenant, on est beaucoup avec du focus by wire. Donc, c'est en gros, quelque part, une mise au point qui est faite par de l'électronique pure et qui est déconnectée de la mécanique de rotation de la bague. Alors que plus en plus le cas, non, avec oui, les hybrides, parce qu'il y a plus de connecteurs qu'avant. Oui, et ça permet de gagner un petit peu en souplesse et en finesse de mise au point, alors qu'avec la partie mécanique, on n'avait qu'une finesse jusqu'à un certain niveau. Et ça commence à devenir insuffisant pour certains des objectifs qui ont notamment des grandes ouvertures avec des profondeurs de champ très faibles. Donc effectivement, il y a beaucoup de problèmes ça demande de la technologie. Normalement, il y a aussi toute une phase de test en amont avant de les vendre, qui coûte relativement cher et qui probablement rajoute une bonne partie du prix de l'objectif, parce que vendre un objectif, c'est aussi l'avoir testé en amont. Et donc, il y a tout un tas de tests dans les usines qui sont faits pour vérifier que les niveaux de performance correspondent à ce qu'on avait prévu, qu'on n'est pas dans les mauvaises parties du tolérancement. Enfin, typiquement, si on a tout qui se désaligne pas comme on voudrait, ça peut avoir des conséquences sur la qualité. Et donc, tout ça, ça a été amélioré progressivement, je pense, depuis une vingtaine d'années quand même. Et donc, on en arrive à effectivement des optiques. On voit bien, d'ailleurs, même le Sigma 14 mm, beaucoup de lentilles, et des précisions qui vont avec beaucoup de poids. Et le poids, en fait, là, est un peu un gage de aussi solidité mécanique. Oui, il y a quelques années, Fujifilm avait montré un prototype d'un 35 mm f1, 33 mm f1, je crois, donc format APS-C. Et finalement, ils ont commercialisé un 50 mm f1 parce qu'ils ne sont pas parvenus au compromis idéal. À un moment donné, il y a des lois qui font qu'on ne peut pas non plus... proposer des optiques à plusieurs kilos, quoi. En fait, quelque part aussi, côté utilisateur, je pense qu'on accepte beaucoup moins qu'avant des optiques qui ont des défauts. Parce que moi, je me rappelle, typiquement, chez Leica, il y avait un objectif qui était un peu mythique, c'était le Noctilux 50 mm f0.95, qui avait été designé par Peter Carbe, qui était le chef de tout ce qui était service optique chez eux pendant des années. Et il avait 8 lentilles. Et en fait, en réalité, il correspondrait peut-être à ce qu'on achèterait aujourd'hui chez les Chinois, chez TT Artisan, typiquement, des choses comme ça. Mais en fait, pour nos standards d'aujourd'hui, on aurait tendance à dire, oui, mais en termes de résolution, ça suffit pas, quoi. Les Chinois essayent de récupérer, il y a peut-être une dizaine d'années de retard, mais ils essayent de rattraper les conceptions optiques d'il y a 15-20 ans, en fait.
Donc, ce qu'on voit chez les Chinois aujourd'hui, chez Yongnuo, que tu aimes beaucoup, eh ben, en fait, c'est ce qu'il y avait il y a 20 ans dans les industries européennes, chez Zeiss et chez Leica et chez d'autres. Et tu dirais, toi, que la conception optique, c'est un truc qui touche quasiment au domaine de l'art ou c'est de la science pure? Bah, il y a une dimension de science pure parce qu'il y a de la théorie physique très compliquée, il y a des gros calculs, etc. En fait, là où ça touche à l'art, c'est que normalement, euh, comme c'est un compromis entre des centaines de variables, et quand je dis des centaines de variables, c'est littéralement des centaines de variables en fait. Il faut vraiment optimiser par rapport à plein d'aberrations, donc on en reparlera un peu après. Il y a aussi toute la partie colorimétrique, etc. Est-ce qu'on a des aberrations chromatiques qui sortent ou pas? Il y a tout un tas effectivement, donc, de variables. Et en fait, là où il y a de l'art ou de l'intention humaine, quelque part, c'est dans le choix de comment on optimise tout ça. Et donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui comprend l'usage qui va être fait de l'objectif et du coup qui va s'adapter à cet usage-là. Et donc c'est là où intervient quelque part les concepteurs optiques un peu légendaires qu'on connaît. Alors en France, nous, peut-être le plus célèbre, c'est Pierre Angenieux, qui a eu un impact très fort dans l'industrie du cinéma. Ouais, mythique optique cinéma, Oui. c'est fabuleux. Ça, c'est une émission qu'on doit faire absolument un jour. Ouais, voilà. Et donc lui, je crois même qu'il avait reçu, il me semble, un prix à Cannes pour l'ensemble de sa carrière en tant que concepteur optique, ce qui est relativement rare à Cannes. Donc, mais donc voilà, donc il y a toute la partie conception optique. En fait, l'intelligence de la conception optique, elle est dans justement comment on fait ce compromis et comment on choisit de dire finalement que ce qui est le plus important, c'est d'avoir telle ou telle fréquence spatiale, donc par exemple des contours très nets ou du contraste plutôt que de la résolution. Il y a il y a tout un tas de métriques qui sont honnêtement difficiles à faire d'un point de vue purement scientifique. La qualité d'un bokeh, c'est extrêmement difficile de la mesurer scientifiquement. Il y a des choses, il y a des gens qui essayent de dire, voilà, il faudrait que la frontière soit la plus floue possible, mais en fait, c'est pas forcément ce qui plaît aux gens. Donc tout ce qui est les bokehs tournants, par exemple, c'est des choses qui plaisent aux gens, mais en fait, c'est scientifiquement, aller mesurer un bokeh tournant, c'est entre guillemets compliqué. C'est le Mographie qui a tout compris en proposant des lamelles permettant de simuler plusieurs bokehs. C'est pas le idiot. bokeh ninja, moi j'appelle ça. Finalement, c'est pas mal. Oui. Mais il y a eu, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, DxO, notamment la partie DxO Mark. Alors maintenant, c'est 2 entreprises. J'y étais pendant quelques mois en tant que stagiaire, mais à l'époque, c'était fusionné. Maintenant, c'est séparé. DxO Mark, en fait, a édité, de mémoire, ça doit être à peu près 500 ou 600 pages de rapports sur comment ils font leurs tests pour les smartphones, notamment pour essayer de comprendre ce qu'était un bon bokeh pour un smartphone, en fait. Et donc là, c'est vraiment un challenge parce que c'est très artificiel, en fait. Et d'ailleurs, construit, le module optique F1 que tu as breveté, développé au cours de tes études, F1, c'était justement pour aller chercher un semblant de bokeh avec un smartphone? Oui, alors en fait, pour expliquer un petit peu, donc c'était il y a quand même quelques années, donc c'était au début, on va dire, de tout ce qui était IA, avant que ça arrive et que ça devienne mainstream, et on se cassait un peu les dents, côté algorithmique, sur comment rajouter du flou, parce que en fait, il y avait souvent cet effet où il y avait un sujet qui était détouré et le fond était flou, mais en fait, tout ce qui était transition entre les deux était très, très laid, en fait, et très mal fait. Et donc, on s'était posé la question de savoir si optiquement on pouvait faire quelque chose de mieux. Et l'idée m'était venue notamment avec l'apparition des premiers modules avec 2 capteurs à l'arrière des smartphones, ce qui est pas si récent en fait. Je veux dire, ça date de 2017-2018 de mémoire, les doubles capteurs, mais à l'époque c'était pas encore mainstream, on va dire. Donc ça s'était progressivement répandu. Et moi, je m'étais dit, en fait, on pourrait avoir un capteur qui servirait à faire de la résolution pour avoir une image nette, et un autre capteur qui permettrait d'avoir du flou. Donc là, pour le coup, beaucoup plus de luminosité et des propriétés qui seraient plus celles d'un objectif à portrait. Voilà, donc c'était de là qu'était parti. Et donc, moi, je m'étais dit, tant qu'à aller faire du flou, allons-y gaiement. Pousser les curseurs. On va essayer de pousser les curseurs. Alors, j'avais dans les cartons essayé d'aller jusqu'à f0.8. Ce n'était pas possible de le fabriquer en fait. Et à partir de quelle taille de capteur? Alors c'était des capteurs qui correspondaient au standard de l'iPhone de l'époque.
Donc ça doit être du 1/3 de pouce ou 1 sur 2,5 pouces de mémoire. Donc j'étais parti là-dessus et j'avais essayé d'accumuler les lentilles suffisamment pour pouvoir avoir la correction de mes aberrations. Et j'avais aussi un autre problème, c'est que en fait, les smartphones, c'est très fin. Et donc dans la conception optique, on a en général besoin d'un peu de place. Et les formules optiques qui marchent bien pour des grandes ouvertures, en fait, elles ne pouvaient pas tenir dans les smartphones. Donc j'ai fait une sorte de double gauss très ensandwiché et très, très compressé, on va dire. Bien sûr, la double gauss. Enfin, on en parlait hier, Benjamin, la double gauss, quoi. Non, mais en fait, oui, c'est pas... non, mais je réalise qu'on a en face de nous le père de la DxO One, en fait. J'avais travaillé un peu dessus. Oui, Il y avait un capteur 1 pouce pour le coup, mais avec une optique f1.8, c'était qui pas... pouvait être une réponse à tes problèmes, quelque part. C'était une des idées qu'il y avait. Oui, DxO avait travaillé là-dessus à l'époque, et en fait, c'était effectivement l'idée d'avoir un plus gros capteur, parce qu'on ne pouvait pas faire du flou correctement. Donc voilà, quelque part, on a été beaucoup à travailler un peu à cette époque-là, dans les milieux des années 2010, en fait, sur toute cette question du flou, parce que justement, ce qui sépare, peut-être aujourd'hui même encore, une vision d'un appareil photo pro d'un appareil photo un peu bas de gamme, c'est la capacité à générer du flou, en fait. Voilà, bon. Oui, mais cette digression est intéressante. Mais évidemment, et je pense qu'on pourrait tenir toute une émission juste sur ce sujet-là. Mais bon, on a quand même un programme très chargé, donc on va essayer d'avancer et de commencer à rentrer dans les termes importants à connaître et comprendre quand on s'intéresse d'une manière ou d'une autre aux optiques. Et le premier terme auquel on a affaire en optique quand on veut se lancer là-dedans, c'est finalement la notion de focale ou bien de plage de focale dans le cas d'un zoom. Alors, à quoi ça correspond la focale ? C'est une distance ? C'est un angle de vision ? C'est quoi la focale ? Alors en fait, dans une version, je vais essayer de faire de la physique vraiment basique. S'il te plaît. Si on revient en fait à l'analogie la plus simple qui soit, tout optique peut s'assimiler à une lentille simple, infiniment mince, diront les physiciens les plus férus, qui a quelques propriétés. En fait, quand on réfléchit, il n'y en a que deux. La première, c'est son diamètre. Et la seconde, c'est la distance entre la lentille et l'endroit où des rayons qui arrivent de l'infini vont être focalisés. Donc en fait, c'est quelque part, si on prend une loupe et qu'on la met en plein soleil, c'est quelle est la distance entre le centre de la lentille et l'endroit où on va avoir le point le plus petit. Donc cette distance-là, c'est la distance focale. Et l'autre, donc la taille de la lentille, en fait, c'est la pupille ou c'est ce qui va donner toute la partie ouverture. Donc, quand on discute d'ouverture, en fait, on discute de cette dimension-là. Donc, c'est la capacité, quelque part, l'ouverture à collecter plus ou moins de lumière. On parle souvent de pupille d'entrée, d'ailleurs. Ça veut dire que c'est l'entrée de la lumière ? Alors, en fait, c'est là où ça devient compliqué, cette histoire. J'ai essayé de simplifier au maximum. Mais en fait, quelque part, tous les objectifs photo d'aujourd'hui, à part peut-être quelques fabricants de pinhole et l'homographie, enfin il y a peut-être 2-3 entreprises qui font des trucs un peu bizarres, tout le monde sinon fait des optiques. Pinhole, c'est du sténopé. Oui, c'est ça, mais en général ils mettent une lentille quand même au cas où. Tout le monde fait des objectifs avec plusieurs lentilles en fait. Et parce que justement, les propriétés physiques de la loupe, elles sont très bien pour faire en gros une focalisation rapide du soleil sur une fourmi si on a envie de faire brûler une fourmi, mais c'est pas très efficace en fait pour faire une jolie image parce que l'image se dégrade très très vite, on n'a pas les propriétés qu'on voudrait. Donc en fait c'est un ensemble de lentilles. Et là, on est bien embêté d'un point de vue physique, parce que qu'est-ce que c'est du coup le centre de la lentille ? On calcule la focale par rapport à quoi dans cet ensemble de lentilles ? Ça devient plus compliqué. Et donc, c'est là où on a les notions de pupille, d'entrée, de sortie, la position où on met le stop, en fait, donc la pupille de l'ensemble du système, etc. Mais du coup, quelque part, c'est peut-être un peu trop complexe pour l'entrée de notre discussion. Alors, pour schématiser, donc du coup, la focale, c'est la distance exprimée en millimètres entre, on va dire, le centre optique du système et du coup la surface du capteur. À une focale correspond d'une certaine façon un angle de champ, un angle de vision. Plus la focale est courte, plus cet angle est large. Plus la focale est longue, plus cet angle est étroit. Mais la focale exprimée en millimètres, elle est toujours donnée sur une logique 24-36. Pourquoi ?
Là, je pense que c'est juste les. Enfin, en fait, non, la focale, c'est une valeur qui est absolue. Elle pourrait être mesurable. Enfin, la lentille, elle est vraiment à 10 cm, par exemple, de l'endroit où on va focaliser. Ce qui est attribué à une logique 24-36, c'est l'angle de vision correspondant. C'est-à-dire que quand les gens disent un 100 mm, c'est un téléphoto, en fait, ils disent c'est un téléphoto parce qu'ils pensent en 24-36. Ok. S'ils avaient un capteur moyen format avec une plaque gigantesque, ça pourrait éventuellement être un grand angle. Et d'ailleurs, je ne suis pas au courant des sorties de moyen format, mais il me semble que les 100 mm dans les moyens formats, c'est au moins, on va dire, un peu proche du standard et peut-être même légèrement grand angle. Ok. Alors, il y a un truc qu'il faut aussi préciser, c'est que évidemment, il y a différentes montures d'objectifs qui existent en fonction des constructeurs, mais au sein même de certains constructeurs, on va retrouver des gammes d'optiques conçues pour les hybrides 24-36 et des gammes d'optiques conçues pour les hybrides équipés de capteurs au format APS-C. Il y a du coup cette notion de cercle de couverture ou de couverture de l'optique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, ce truc-là? Alors, en fait, l'idée là, c'est que donc on est passé de la lentille simple à un ensemble de lentilles qui constituent vraiment un objectif. Et normalement, c'est optimiser la qualité d'image sur une certaine zone de l'image. Et donc, en fait, on peut être plus ou moins exigeant sur la dimension de cette zone. Plus la zone est grande et quelque part, plus c'est difficile de faire une optimisation. Et plus ça veut dire qu'on a des lentilles qui sont larges en réalité. Donc, on a des gros objectifs en fait. Donc, beaucoup de constructeurs se sont dit, je pense, à peu près dans les années 2000, quand il y a eu les premiers réflexes numériques, que c'était une super idée de, quelque part, faire une deuxième gamme moins chère en optimisant sur uniquement la zone qui était nécessaire. Et pour beaucoup de gens, c'était la PSC. Voilà, c'est principalement ça. Mais après, techniquement, une optique plein format peut très bien être utilisée sur un capteur APS-C. Parce C'est ça qui peut le plus, peut le moins. c'est ça. C'est d'ailleurs aujourd'hui le cas sur les hybrides, ce qui n'était pas forcément le cas sur les réflexes. Enfin, si, on pouvait utiliser les pleins formats sur les APS-C, mais pas l'inverse forcément. Chez certains constructeurs aujourd'hui, la question se pose moins, quoi. Ok. Donc voilà, on a la focale, on a la notion de cercle de couverture. Ensuite, on va s'intéresser à la notion d'ouverture. L'ouverture d'un objectif, Timothée, c'est quoi? Eh ben, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est en gros, quelque part, le diamètre de notre loupe. Est-ce qu'il est plus ou moins grand? Et en fait, d'un point de vue bêtement physique, plus le diamètre est petit, plus c'est facile de faire de l'optimisation et d'avoir un objectif qui marche. Et plus le diamètre est grand, et plus c'est compliqué d'avoir quelque chose qui fonctionne. Alors après, en général, cette ouverture, du coup, elle est expliquée en F sur quelque chose. Et en fait, ça, c'est juste un ratio entre le diamètre et la longueur de focale. Le fameux F, il vient de focale. Et donc, quelque part, c'est un rapport entre les deux. Donc, quand on est à F sur 1, par exemple, ça veut dire que le diamètre, c'est la même chose que la focale de la lentille. Donc, si la lentille fait 100 mm, ça veut dire que le diamètre de la lentille fait 100 mm aussi. Ce qui commence quand même déjà à être une grosse assiette à dessert. Donc, peut-être pas à mettre dans tous les sacs photos. Et donc voilà, c'est quelque D'ailleurs, part. la lentille du 105 dont on parlait, 105 mm Sigma, c'est bien 105 mm du coup, je crois, la lentille, ou c'est celle du 14 qui fait 105? Celle du 105 mm Sigma, elle fait 105 mm de frontal, ouais. Le 14, alors après, le problème, c'est qu'on raisonne, enfin, c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'en fait, on raisonne sur des lentilles simples, alors qu'en réalité, on a tout un ensemble de lentilles. Et donc, quelque part, en fait, normalement, le champ tracé par les rayons extrêmes fait que plus on s'éloigne du capteur et plus il faut que les lentilles soient grosses. Donc, en fait, plus on a un objectif avec de nombreuses lentilles et plus on va avoir tendance à avoir une frontale qui va grossir de manière équivalente. Mais bon, ça c'est peut-être un peu plus difficile, on va dire. On va Oui, restons rester simple sur les sur les fondamentaux. Mais en tout cas, du coup, l'ouverture, c'est l'un des paramètres de l'exposition d'une image. Et donc, on peut moduler du coup cette ouverture ou la quantité de lumière que va laisser passer l'objectif grâce à ce qu'on appelle le diaphragme. Ouais. Et sur les optiques, quand on lit les inscriptions, et notamment sur les zooms, sont inscrits en fait les ouvertures maximales. C'est bien ça, uniquement. Oui, c'est bien ça. Parce que quelque part, ce sont elles qui sont un peu limitantes dans l'histoire. C'est qu'on ne pourra jamais avoir plus de lumière que ce qui est écrit en ouverture maximale.
Et dans le monde des zooms, du coup, effectivement, il y a plusieurs stratégies. Il y a des gens qui essaient de garder absolument une ouverture équivalente à toutes les focales. Donc ça, c'est un peu les zooms. Fameux zoom à ouverture constante, quoi. Les zooms pro à ouverture constante, typiquement du f2.8 constant ou du f4 constant. Et à l'inverse, il y a des zooms, on va dire, souvent quand même un peu plus entrée de gamme, qui sont à ouverture glissante. Et donc là, on a une ouverture qui change en fonction des focales. Il y a aussi des modèles à ouverture fixe. Il y en a peu, mais il en existe. Chez Canon, il y a par exemple un 600 et un 800 mm f11 dont on ne peut pas finalement modifier l'ouverture. Ok. Oui, et ça aussi, d'ailleurs, il y en a beaucoup, typiquement dans tout ce qui est objectif à miroir. Exactement. Les anciens objectifs à miroir 500 mm. Il me semble que Samyang en avait fait des 300 mm, des 500 500 mm mm. f8, oui. Ouais, voilà, donc ceux-là, typiquement, effectivement, il n'y a pas de diaphragme, parce que quelque part, la conception limite directement tout ce qui est fait. Bon. Alors, la notion d'ouverture et de diaphragme nous amène tout naturellement à aborder le sujet de la profondeur de champ, qui correspond donc à la zone du sujet qui sera restituée comme nette sur l'image. Et comme tu l'as déjà un peu évoqué, c'est un aspect fondamental en optique et en photographie d'une manière générale. Et il y a plusieurs paramètres qui permettent de jouer avec cette profondeur de champ, qui vont nous permettre de la modeler, comme nous l'explique Pascal Martin, professeur d'optique à l'ENS Louis Lumière, avec qui nous avions dédié en saison 3 du podcast une émission entière au bokeh. On l'écoute. Imaginons comme un bonnet comme un bonnet de sorcier. On va prendre un point, objet, et puis le point objet va envoyer de la lumière sous la forme d'un cône. Derrière la lentille, il y a un cône qu'on imagine inversé, c'est-à-dire que les rayons, ils vont sortir, et puis finalement, on va voir la pointe du cône qui va se former sur le capteur. Si maintenant on coupe le cône un tout petit peu en avant, on va avoir une tache. Bon, et cette tache, justement, on lui a donné un nom, c'est le diamètre du cercle de confusion. Et cette valeur de cercle de confusion, c'est une grandeur qui nous dit que en dessous, eh bien, on peut considérer que le point sera assimilé, la tâche sera assimilée à un point, et au-dessus, on ne peut pas. Alors, en fait, qu'est-ce qui va nous permettre de réduire cette espèce de bonnet, ce cône? Eh bien, ça va être, par exemple, l'ouverture. Le principal élément, c'est l'ouverture. Quand on va fermer le diaphragme, eh bien, on va diminuer, donc, la base du cône. Donc les rayons vont arriver en faisant un angle qui est moins important. Ça peut être la distance focale. Plus la distance focale est courte, eh bien, plus le cône sera petit. Donc plus on aura de profondeur de champ. Et puis ça peut être la distance de mise au point, parce que plus la distance de mise au point sera éloignée, eh bien c'est pareil, ça va avoir une incidence sur le cône. Donc distance de mise au point éloignée, diaphragme fermé, distance focale courte, nous donne beaucoup de profondeur de champ. Et à contrario, la réciproque est vraie, comme on dit en maths, c'est-à-dire que c'est l'inverse pour les autres valeurs. Alors il y a une grandeur qui dérive de tout ça, c'est la taille du capteur. Alors pour moi, c'est un faux ami parce que la taille du capteur, en fait, selon la taille du capteur, on va utiliser des focales normales différentes. Donc en réalité, c'est quand même la focale qui prévaut. Alors c'est vrai que dans tous les paramètres qu'on évoque pour modeler cette profondeur de champ, on a quand même coutume de dire que plus le capteur il est grand, plus on va avoir des effets de profondeur de champ qui seront marqués. Mais en fait, c'est pas une histoire de taille de capteur, quoi. Ah, si. Alors là, pour le coup, je suis pas d'accord avec l'intervenant. C'est le débat qu'on traîne depuis la première saison de ce podcast. Mais j'ai senti qu'il voulait bondir en où écoutant. on a des analyses totalement différentes. Alors vas-y, Timothée. En fait, il y a donc la vraie manière un peu scientifique de calculer cette fameuse capacité à faire de la profondeur de champ, c'est la distance hyperfocale. Et donc la distance hyperfocale, c'est le point tel que tout ce qui est entre la distance hyperfocale divisée par 2 et l'infini sera net. Donc quelque part, plus cette distance est lointaine, et plus on va avoir du mal à avoir tout net. Donc quelque part, plus on aura de flou. Donc c'est le fameux bokeh. Et donc dans cette distance hyperfocale, si je ne me trompe pas, alors j'ai plus l'équation exacte en tête, mais il me semble que d'un côté, on a un capteur qui varie au numérateur et on a une focale au carré au dénominateur. Donc il y a bien, en fait, je suis d'accord, effectivement, il y a un rapport de crop qui arrive d'un côté, mais en fait il est largement compensé par la dimension du capteur. Donc le capteur, ça varie quand même avec le capteur. Ça pour le coup, je suis vraiment certain. Là-dessus, j'en mets ma main à couper. Il n'y a pas de débat. Donc ça varie même avec le capteur.
Quand bien même, Quand bien même on réajuste derrière pour Voilà. la focale pour que ce soit la même chose. d'accord. Quelque part, en gros, c'est ce que enfin, Illustrons avec un exemple. Si j'illustre, Si- un 50 mm f1.4 sur un capteur plein format Ouais. ne va pas donner la même chose qu'un 35 mm f1.4 sur un APS-C en termes de quantité de flou. Et si, alors pour faire très très simple, si on voulait compenser, Ouais. il faudrait avoir quelque part le fameux crop factor entre les deux, donc 1,5 à peu près là, Ouais. qui serait multiplié par l'ouverture. Donc typiquement, il faudrait ouvrir le 35 mm à f1 à peu près pour avoir l'équivalent de ce qui s'est passé avec le 50 mm f1.4. Donc, quelque part, conclusion du débat, soit on a vraiment des optiques plus ouvertes, soit en fait on n'arrivera jamais à correspondre. Et c'est bien pour ça en fait que sur tout ce qui est smartphone, on a eu cette recherche en fait sur la partie profondeur de champ. Parce que la taille des capteurs étant si petite, en fait en réalité, moi de mémoire, mon capteur à f1, j'espérais rejoindre l'équivalent d'un 50 mm à f7. Donc c'était ça mon objectif en faisant du f1. Donc si j'avais voulu avoir l'équivalent d'un f1.4, il aurait fallu que j'arrive à une ouverture absolument diabolique et donc complètement irréaliste en fait. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir aussi vis-à-vis de cette profondeur de champ, c'est deux choses. Déjà, sa répartition hein, par rapport au plan de mise au point. Un tiers en avant du plan de mise au point et deux tiers en arrière. Et pour qu'on essaye un peu de se rendre compte de l'étendue de cette zone de netteté, si on prend par exemple un 80 mm ou un 85 mm sur un capteur 24-36 avec une distance à 3 mètres, si on utilise une ouverture de 1,4, on aura une profondeur de champ qui mesure à peu près 13 cm. Si on passe à 2,8, quelque chose autour des 25 cm. Si on passe à 8, à 73 cm. Et si on ferme jusqu'à f22, un peu plus de 2 mètres. Donc voilà, la profondeur de champ est intimement liée à l'ouverture et c'est, entre guillemets, ce qui fait le sel et le bonheur pour les photographes en quête de ce fameux flou artistique. Oui, sachant que de manière pratique, il y a quand même un élément dont on ne parle pas du tout, mais qui est primordial, c'est la distance par rapport au sujet aussi. C'est ça. Oui. Et varier la distance par rapport au sujet fait varier aussi la profondeur de champ. Et ça, quand même, même si moi je suis pas scientifique, ça reste un élément à prendre en compte quand on veut obtenir de beaux bokeh. Et quoi. surtout en macro, on a des bokeh Absolument. magnifiques. On se rappelle du travail de Ghislain Simard, qui lui avait toute une approche sur le bokeh d'avant-plan. Et il travaillait, Ouais. là-dessus. En macro, on a même souvent le problème inverse, c'est qu'on a trop peu de profondeur de champ. Bah, c'est Enfin, ça. Eh Quand, oui. quand on Ouais. essaye, enfin, beaucoup de gens en macro font du stacking de plusieurs Absolument. images pour essayer de gratter de la profondeur de champ. Hmm. Ok, alors voilà pour les paramètres de base, les termes de base à connaître et comprendre quand on parle d'optique. Maintenant, on va s'intéresser à la qualité d'image et on va commencer par parler du fameux piqué. Le piqué qui est une notion assez subjective puisqu'elle s'assimile à une sorte de sensation de netteté sur l'image qui dépend du pouvoir de résolution de l'objectif, du contraste de l'objectif, de la définition du capteur et en dernier lieu de nos yeux à nous, observateurs. Au moment du passage à l'hybride et avec le développement de capteurs toujours plus exigeants, les constructeurs ont été contraints de développer toute une nouvelle gamme d'optiques capables de tenir la route des capteurs actuels et surtout prêts pour les capteurs de demain. Nous nous sommes entretenus avec Marie-Catherine Farnioli, responsable du laboratoire DxOLab, qui voit passer dans son labo toutes les optiques et tous les boîtiers du marché pour mettre au point ces fameux modules de correction optique. Et nous lui avons demandé de nous parler des principaux défauts qu'elle observe et surtout de l'évolution de la qualité des objectifs ces dernières années avec l'arrivée des hybrides. On l'écoute. Alors, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est ceux que donc, nous mettons dans nos profils de correction, c'est-à-dire le vignettage, donc l'assombrissement des coins de l'image, la distorsion, les aberrations chromatiques, donc les franges colorées sur les détails sur les bords de l'image aussi, et la netteté de l'optique dans le champ. Alors, c'est dur de parler d'amélioration car beaucoup de marques étaient déjà capables de faire de très belles optiques en réflexe. Ils en sont toujours capables avec les hybrides.
Ensuite, on a vu qu'avec les hybrides, ils ont été capables ils se sont donné peut-être un peu plus de liberté sur ce qu'ils pouvaient faire. Donc aujourd'hui, on a des parcs optiques très variés, allant des grosses optiques très qualitatives aux petites optiques plus compactes et donc qui se permettent plus de compromis et où justement le côté hybride numérique leur permet de gagner en compacité grâce à ça, qu'ils ont des corrections embarquées. Alors le format RAW nous permet de travailler sur des images dépourvues des corrections boîtier. On essaye de faire mieux, des fois c'est équivalent, des fois c'est mieux. Mais en tout cas, chez nous, ça permet d'avoir nos corrections dans le logiciel Photolab, par exemple, on peut avoir une modulation des corrections, ce qui n'est pas possible avec les corrections embarquées sur les hybrides, où c'est du on-off. Alors finalement, le piqué, c'est un peu le nerf de la guerre quand on parle d'objectifs photo. Et ce piqué, il peut varier. Il varie entre un zoom et une focale fixe. Il varie en fonction de la focale d'un zoom. Il peut varier entre le centre et les bords des images. Il varie en fonction de l'ouverture. Et il varie même en fonction de la mise au point. Timothée, est-ce que tu pourrais nous expliquer à quoi correspond finalement ce qu'on appelle le pouvoir de résolution d'une optique? Le pouvoir, ça fait un peu super-héros Marvel. Hein. Ah oui, c'est carrément super-héros. Non, mais alors, en fait, c'est vrai que cette notion de piqué, elle est hyper intéressante parce qu'elle mélange, à la fois, elle est très facile scientifiquement à décrire. Enfin, la partie résolution, c'est tout bonnement, en général, des paires de lignes en entrée, et on essaye de voir jusqu'à quel niveau de paire de lignes on est capable de séparer deux lignes sur l'image finie. Et en même temps, c'est quelque chose qui est un petit peu subjectif à cause de l'aspect contraste, en fait. Parce que la partie donc pouvoir de résolution, c'est cette capacité à distinguer des paires de lignes ou des paires de points ou ce que vous voulez. Et en même temps, en réalité, pour l'ensemble des fréquences, donc l'ensemble des fréquences spatiales des différentes paires de lignes, on peut avoir plus ou moins de contraste, donc de force quelque part dans l'image qui en résulte. Et donc, c'est le produit des deux, en fait, le piqué. C'est à la fois du contraste et de la résolution. Et il y a des choix qui font parfois que les gens veulent de la résolution, mais le contraste est très faible, et donc finalement, on ne voit quasiment pas qu'il y a de la résolution. Et à l'inverse, il y a des fois des gens qui poussent le contraste, mais même en traitement d'image, on peut le faire, ça, de pousser le contraste sur quelque chose. Ça donne une sensation de netteté. Ça donne une sensation de netteté, mais c'est toujours une netteté un peu grossière. C'est pas très subtil, quoi. C'est beaucoup ce que faisaient, je pense, les gens qui faisaient des smartphones typiquement ou des appareils compacts il y a quelques années, quand il n'y avait pas encore assez de résolution, ils essayaient de compenser en poussant le les contraste, images la beaucoup netteté. trop flatteuses, trop saturées, trop Voilà. poussées. Ouais, c'est vrai. Et quelque part, quelqu'un qui a l'œil un peu éduqué le verra tout de suite. Ça paraît un peu pas naturel. C'est un peu le même effet qu'on peut avoir avec tout ce qui est HDR. Quand c'est un peu trop poussé, ça fait pas naturel et tout le monde le voit tout de suite. Mais on peut aussi, au premier ordre, c'est vrai que ça donne quand même, si c'est pas trop poussé, ça donne un petit bonus en termes de sensation, de netteté, de tout ça. Et ça, c'est valable en photo, alors qu'en vidéo, c'est presque tout l'inverse. On cherche plutôt à adoucir l'image de manière générale, avoir une image plutôt plate, plutôt même un peu laiteuse comme ça, et puis réaccentuer par derrière. C'est marrant. Les deux approches sont un peu Je pense différentes. que ça dépend des domaines vidéo, en fait. Alors en pub, peut-être qu'on cherchera je pense effectivement que pour de du piquer. backshot ou pour des photos, enfin de la vidéo macro sur je sais pas, quelqu'un qui voudrait vendre des sushis ferait bien voir tous les micro détails des grains de riz, etc. Alors qu'effectivement, pour du cinéma, on a envie d'être dans une atmosphère un peu. On imagine une fin de soirée avec des gens qui sont là en train de discuter autour d'une petite lumière ou d'une bougie ou que sais-je. Et là, on a envie d'être dans une ambiance où tout est un peu souple, doux, diffus, etc. Donc, effectivement, on n'a pas forcément les mêmes envies, mais quelque part, toute l'information qu'on récupère pas dès le départ, optiquement, elle est perdue, on ne peut pas la faire réapparaître magiquement derrière. Si on n'a pas récupéré la netteté au début, on ne peut pas la faire réapparaître par magie dans un logiciel, quoi. Donc dans tous les cas, mieux vaut avoir toujours une optique le plus piquée possible. Moi, j'aurais tendance à être de cette école. Après, c'est une école plutôt quelque part un peu scientifique, quoi. C'est de dire, voilà, moi, ce que je veux, c'est avoir le plus de résolution possible, le plus de contraste possible, et puis éventuellement derrière, le contraste, je le baisserai si j'ai envie. Mais je peux entendre que d'autres personnes diront, mais non, moi ce que je cherche dans un portrait, c'est justement cette espèce de côté un peu cotonneux, diffus, nuageux. Oui, parce qu'il y a des empreintes, il y a des pattes optiques, il y a des signatures et des optiques des années 70 qui ont une certaine colorimétrie, qui ont un certain rendu, un certain bokeh aussi, et voilà, et on peut la préférer, même si elle sera jamais piquée, quoi.
Tout à fait. Moi, j'ai même dans ma petite collection, j'ai un 50 mm f1.2 de Pentax qui date des années 70 et qui est typiquement, alors entre f1.2 et f2, il est effectivement pas très bon, pas beaucoup de résolution, etc. Et à partir de f2, ça s'améliore un peu, etc. Et donc, quelque part, de temps en temps, je l'utilise juste pour prendre des photos de vacances, etc. à f2 et l'image est nette et ça me va bien. Et puis, de temps en temps, effectivement, sur un portrait, pourquoi pas essayer de faire des choses un peu plus rigolotes avec du f1.2, tant qu'à essayer, ça peut être très amusant aussi, quoi. Donc, il y a une part de créativité, et même dans les utilisateurs d'optique, il y avait eu à une époque, je me rappelle, moi, des tas de gens qui faisaient des essais en mettant par exemple des collants sur les lentilles frontales des objectifs pour essayer de casser le piqué un peu trop fort. Je sais qu'il y a tout un tas de gens qui mettent des filtres, les Black Promist ou équivalents, voilà. Donc il y a des tas de gens qui font des choses très créatives en fait pour choisir le niveau de piqué de résolution qu'ils veulent, quoi. Et il y a des optiques à apodisation aussi, qui permettent de velouter un petit peu l'image, enfin d'obtenir un bokeh plus doux, de moduler Il y en a une chez le bokeh en Sony, fait. comme ça. Vous voyez, chez 90 Fujifilm, mm. Et Nikon chez en Canon avait fait aussi. une aussi. Alors, on entend quand même souvent pour les fous furieux de piquer qu'on obtient les meilleures performances d'une optique quand on l'utilise aux ouvertures moyennes. Sous-entendu 5.6 ou f8. Timothée, comment on fait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir le piqué max de son optique? Alors, en fait, d'un point de vue bêtement physique, on est pris entre deux défauts et deux problèmes. On a, quand on ferme trop l'optique, en fait, on a une toute petite taille de pupille et par la nature ondulatoire de la lumière, ça crée un problème qu'on appelle la diffraction. Et donc ça dépend de la dimension de la lentille, en fait, qu'on va utiliser. Mais si elle est trop petite, cet effet-là est dominant et du coup casse la résolution dans Ce qui l'image. fait qu'une photo prise à f22, c'est dégueulasse, quoi. En gros, c'est ça, oui. Ouais. Et de l'autre côté, on a le problème des aberrations optiques. C'est que quand on essaye de collecter toute la lumière du monde, on risque d'avoir un problème, c'est que, en fait, on va introduire des tas de petits défauts dans la qualité d'image qu'on va avoir. Et donc là, c'est les aberrations dont on reparlera peut-être un peu après, tout ce qui est aberration sphérique, coma, astigmatisme, des choses comme ça. Qui vont jouer sur la résolution. Et qui vont dégrader la résolution, en fait. Et donc, quelque part, souvent, ça ressemble un peu à la résolution est censée être un peu comme un chapeau. Donc, à partir de f8, ça se dégrade méchamment et on perd de la résolution. Et en dessous de, typiquement, f4, on a tendance à avoir un peu trop d'aberration et donc on perd aussi de la résolution. Et donc, l'optimal, il est quelque part entre ces deux-là, entre f4 et f8. Ça dépend bien sûr des objectifs, parce que si l'objectif il ouvre à f5.6, je prends un zoom de kit par exemple, un 18-55 mm de kit qui ouvrirait à f5.6, a priori il n'est pas à son meilleur à f5.6, il est plutôt à son meilleur un ou deux stops plus loin. Et justement c'est là où quelque part il y a des objectifs pour lesquels malheureusement on n'aura jamais un piqué extraordinaire, parce que quand on ouvre à f5.6, si on doit se décaler de 2 stops pour compenser les aberrations optiques, et on arrive déjà largement dans la diffraction. Et donc en fait, il n'y a pas vraiment un optimum à trouver. Mais ça, c'était très vrai pour les optiques réflexes notamment. Ça l'est de moins en moins pour les optiques hybrides. Enfin, franchement, la plupart des tests qui sortent sur les optiques récentes, même ouvrant à 1.8, qui sont des gammes, on va dire, abordables, on se rend compte que le piqué obtenu et la correction des défauts optiques dès la pleine ouverture devient assez bluffant, quoi. Donc, est-ce que finalement, c'est pas aussi une incitation pour aller vers ce type d'appareil désormais? Alors, d'un point de vue conception optique, moi je vais parler de ce que je vois comme étant la plus grosse différence quelque part entre les optiques réflexes et les optiques hybrides. C'est que les optiques réflexes interdisaient par définition d'utiliser les 40 ou 45 derniers millimètres entre la dernière lentille et le capteur. Et ça, c'est une énorme limitation, parce que, en fait, quelque part, si je devais faire une analogie avec du Scrabble... Ce qu'on appelle le tirage optique. Oui, c'est ça, le tirage mécanique. Quelque part, ces optiques-là, elles comptent double en termes de correction des aberrations. Dans de la conception optique, il y a des endroits qui sont plus importants que d'autres, on va dire. Donc, les optiques qui sont proches du diaphragme, elles sont très importantes. Et les optiques qui sont tout à la fin du chemin optique sont très importantes. Tu veux dire. Oui, ouais. C'est ça. Les lentilles, pardon, excuse-moi. Et donc, en fait, quelque part, là, en rapprochant la dernière lentille du capteur, on arrive à gagner un petit peu en performance par rapport aux optiques de réflexe. Donc, on a là-dessus gratté un peu. Le compromis est peut-être un peu moins difficile pour les concepteurs optiques. Et puis, je pense aussi qu'il y a une deuxième évolution, c'est qu'en fait,
on peut se permettre de faire des calculs d'autant plus longs qu'on a des machines puissantes. Et c'est vrai qu'en termes de force brute, les ordinateurs d'aujourd'hui sont quand même beaucoup plus puissants que ce qu'il y avait il y a une vingtaine d'années, et beaucoup plus puissants que ce qu'il y avait il y a 50 ans quand les gens faisaient les calculs à la main, en fait. Parce qu'il y a 50 ans, les calculs des formules optiques, c'était fait à la main. Ok. Et alors, il y a un autre paramètre aussi qui revient de temps en temps dans cette notion de piqué, c'est la notion de distance de mise au point. Et il semblerait que les objectifs soient optimisés pour un usage à une certaine distance de mise au point. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Oui. Alors, comment ça se matérialise ce truc-là? Alors ça, c'est la partie où en général, il n'y a pas de communication de la part des marques quand elles le mettent en vente, l'objectif. Et moi, je peux donner quelques observations entre guillemets personnelles, mais voilà, je garantis pas que c'est ça qui se passe. À ma connaissance, la plupart des objectifs sont optimisés pour à peu près 5 fois la distance minimale de mise au point. Ok. Et de temps en temps, il y a des objectifs qui sont très marketés comme étant pour de l'architecture. Et eux sont plutôt optimisés un peu plus loin, donc peut-être 20 fois la distance minimale de mise au point. Tu veux dire plutôt des petits grands angles, du coup? Souvent du grand angle avec très peu de distorsion, typiquement des 20 mm, faible distorsion, des choses comme ça. Et eux, ils sont conçus quelque part pour de l'architecture, et donc ils sont plutôt optimisés pour 20 mètres ou quelque chose comme ça, plutôt que pour 2-3 mètres. La plupart des optiques à portrait sont optimisées pour une distance qui est typiquement de la classe 1,5 m, 2 mètres, quoi. Ok. Et ça, c'est des choix, des compromis qui se font à la conception au moment du calcul de l'optique dont tu parlais tout à l'heure. Oui, exactement. En fait, c'est que du coup, quelque part, on va faire une sorte de métrique de la qualité de l'image produite pour une distance donnée, donc une distance de mise au point donnée. Et donc, quelque part, il faut bien choisir à un moment donné la distance de mise au point pour calculer notre qualité d'image. Et on est obligé de choisir une distance de mise au point qui correspond à un cas d'usage typique. Donc, ça va être, si on est en portrait, on va choisir à 1 mètre ou 2, parce que c'est à peu près la distance à laquelle les gens vont faire un portrait. Mais après, quelque part là-dessus, c'est là où en fait le côté polyvalent des optiques peut éventuellement être un peu limité. C'est que avoir une optique qui marche aussi bien entre une distance minimum raisonnable et l'infini, peut-être que c'est pas toujours le cas. Et les gens qui le voient le plus, en fait, je pense que ce sont les astrophotographes typiquement, parce que souvent les optiques les optiques pas chères grand angle qu'ils pourraient utiliser sont justement pas optimisées pour l'infini, en fait. Et Ok. donc c'est là où ils voient les défauts. Et donc c'est là où par exemple peut-être le 14 mm Ouais. dont on parle va peut-être améliorer les choses pour certains astrophotographes, parce que lui il sera visiblement, du marketing Conçu que je pour vois, ça. conçu pour de l'astro, donc probablement conçu pour une mise au point à l'infini. Faut qu'on fasse revenir Thierry Legault, grand spécialiste de Il l'astrophotographie, était extraordinaire, lui. qui bosse en Sigma pas mal. Et à mon avis, le 14, il va le titiller. Bon, alors, on a expliqué un peu les choses qui tournent autour du piqué. On a abordé donc les différents phénomènes qui peuvent altérer la résolution d'une optique. Il s'agit des aberrations, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ces fameuses aberrations. Alors, il y a deux grandes catégories d'aberrations. Il y a ce qu'on appelle les aberrations géométriques et ce qu'on appelle les aberrations optiques. Je propose qu'on commence par parler des aberrations géométriques. C'est quoi exactement une aberration géométrique? Comment ça se matérialise et comment surtout on peut essayer de s'en débarrasser? Alors, je me suis torturé cette nuit en préparant cette discussion sur les aberrations, sur la manière dont on allait pouvoir expliquer ça en étant relativement simple et facile à comprendre pour le plus grand nombre. En fait, en ayant bien retourné tout ça dans ma tête, je me suis dit que peut-être le meilleur moyen, c'était de repartir de notre image là, de la lentille simple qui faisait un Ouais. point, la loupe qui fait un point. On a en gros deux types de problèmes. On a des problèmes de grandissement, c'est-à-dire que l'image produite par la loupe, elle est plus ou moins grande. Donc ça, c'est typiquement les aberrations géométriques dont tu parles. Et on a des problèmes de mise au point, de où ça se met au point. Et ça peut varier en fait en fonction des rayons lumineux, de où ils sont dans l'optique, etc. Et ça, c'est la partie plutôt aberration optique. Ouais. Donc c'est juste pour donner une sorte d'image mentale aux gens, parce que le sujet est vraiment très ingrat à traiter, à la fois en audio sans des schémas, etc. et en même temps, là, comme ça, en un temps réduit, quoi. On va y arriver, t'inquiète pas. On va faire au mieux. Et donc, quelque part, donc les aberrations géométriques, c'est des problèmes de grossissement qui varient en fonction de l'endroit où on est dans le champ. Donc, Ouais. typiquement, la distorsion.
il n'y a pas de distorsion au centre d'une image. En fait, par définition, on est au centre d'une image, il ne se passe rien. C'est quand on s'écarte qu'on va avoir un grandissement qui va changer. On retrouve ce problème-là d'ailleurs avec tout ce qui est aberration chromatique latérale. Et donc ça, c'est les fameuses franges vertes, pourpres, etc. qu'on voit souvent sur des bords de contraste un peu forts. Donc typiquement, je sais pas, un arbre qui serait sur un mur blanc, on verrait sur le bord de l'arbre des franges. Et en fait, c'est qu'on n'a pas la même dimension d'image entre la lumière rouge, la lumière verte, la lumière pourpre, etc. Et c'est ça qui crée ce problème-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est purement géométrique, effectivement. Et l'aspect optique, donc c'est là où on va avoir les problèmes des rayons qui ne se focalisent pas tous au même endroit. Alors, il y en a plusieurs, je vais essayer de les couvrir rapidement, et juste pour essayer de donner une intuition aux gens aussi. Donc peut-être la plus facile à comprendre, c'est la courbure de champ. C'est une des plus simples, c'est qu'en gros, le point de mise au point, le plan de mise au point n'est pas le même, quel que soit l'endroit où on est dans le champ. C'est-à-dire qu'en fait, le plan de mise au point, c'est pas un plan, c'est un arc de cercle, il est courbe, et donc plus on s'éloigne dans le champ, et plus on est défocalisé si jamais on a juste un plan. Donc ça, c'est une vraie aberration qui est complexe à gérer. Typiquement, sur les technologies de smartphone, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on a une lentille qui est mise sur le capteur, vraiment sur le capteur lui-même, et qui permet de corriger cette planéité. Il y a eu pendant très longtemps des discussions... Des études sur des capteurs courbes. Ouais, justement. exactement. J'allais en parler sur les capteurs courbes. Il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus parce que c'était un moyen de corriger cette aberration-là. Donc ça, c'est peut-être le cas le plus simple. Après, en un tout petit peu plus compliqué, on a l'aberration sphérique qui repose un peu sur le même problème. Mais celle-là, elle arrive même au centre de l'image. Et donc là, en fait, le souci, c'est que les rayons qui passent par le centre de l'optique ne focalisent pas au même endroit que les rayons qui passent par les bords de l'optique. Donc plus on s'éloigne en fait du centre de l'optique, et plus on a un défocus. Et donc au lieu d'avoir une tâche bien nette, on a quelque part une sorte de grosse patate avec des rayons qui ont focalisé un peu avant, un peu après, etc. Mais donc, est-ce qu'on peut les corriger après, ces défauts-là? Parce qu'en amont, parfois, c'est inévitable. Et est-ce qu'un logiciel comme DxO, on en a parlé en début d'émission, permet de rattraper le coup? Eh ben, alors déjà, pour pouvoir les corriger, il faudrait déjà savoir exactement quelles aberrations on a. Et ça, c'est un peu le travail que fait Marie-Catherine. D'ailleurs, je la salue au passage si jamais elle nous écoute. C'est de justement essayer de mesurer les défauts qui existent pour pouvoir derrière proposer éventuellement des corrections. Et alors, C'est pour ça qu'on télécharge des profils d'optique ou de couple boîtier optique. Voilà, c'est ça. Les corrections, elles sont forcément, elles ont leurs limites aussi, en fait. C'est que quelque part, on fait, alors en mathématiques, ça s'appelle une opération de déconvolution. Donc en gros, on essaie de soustraire à quelque chose qui est censé être parfaitement net, en fait, une tâche qu'on a mesurée. Le problème, c'est qu'en général, quand on fait ça, on crée du bruit dans l'image, on rajoute potentiellement des artefacts, et donc quelque part, le trade-off n'est pas toujours à la faveur de l'utilisateur là-dessus. Donc il y a des fois où ça se passe très bien, et il y a des fois où en fait on n'arrivera pas à faire vraiment mieux. Voilà. On peut quand même aider un peu. Enfin, les modules de DxO, moi je trouve en moyenne ça aide quand même pas mal pour les optiques un peu vintage ou pas forcément parfaites, mais ça a ses limites aussi, quoi. Mais il y a tout aussi une série de technologies optiques qu'on retrouve d'ailleurs chez plusieurs constructeurs qui permettent de limiter, voire d'essayer de faire disparaître ces problèmes-là. Je veux dire, on entend toujours parler de lentilles asphériques, on entend parler de verres à faible dispersion, voire très faible dispersion, voire très 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 faible dispersion. Finalement, toutes ces technologies optiques, c'est un tout pour essayer d'avoir la meilleure qualité d'image possible, où certaines technologies vont s'attaquer à un certain type de problème, un certain type d'aberration. Chacune des technologies a sa propre aberration à gérer. Donc typiquement, les technologies là, sur les verres à faible dispersion, c'est uniquement pour les aberrations chromatiques. Ok. Ça n'agira pas sur, par exemple, les problèmes de coma ou d'astigmatisme ou même d'aberration sphérique qu'on a évoqué juste avant. Les verres asphériques, eux, vont gérer typiquement l'aberration sphérique. Quelque part, j'ai presque envie de dire que c'est dans le nom, mais... Il y a même Laowa qui propose des optiques zéro distorsion. Ouais, c'est vraiment zéro distorsion? Ouais, c'est possible. Ah oui, on peut très bien décider d'optimiser pour avoir pas de distorsion. Ça oui, on peut l'optimiser pour ça, entre guillemets. Après, ça se fait souvent au détriment du piqué, notamment sur les coins de l'image. Mais
Bon, c'est un choix de. Je peux comprendre qu'il y ait des gens qui disent voilà, moi, c'est plus important pour moi d'avoir pas de distorsion. En architecture, ça fait sens. Typiquement, ouais. Et c'est pareil, je veux dire, on a parfois, on n'en a pas vraiment parlé jusque-là, mais en vidéo, on a parfois des demandes qui ne sont pas les mêmes qu'en photo. Typiquement, tout ce qui est focus breathing, c'est un problème qui existe en vidéo, qui n'existe pas vraiment en photo. C'est qu'en fonction de où on fait la distance de mise au point, eh ben, en fait, on peut avoir un léger changement du grossissement. Et ça, en photo, on s'en fiche totalement, puisqu'on va prendre une seule photo à une seule distance donnée. En vidéo, quand on veut avoir un plan séquence où il y a quelqu'un qui se rapproche, bah c'est quand même très désagréable d'avoir un grossissement qui varie. Ça peut être un effet voulu, mais c'est rare. Ouais. Donc voilà, donc typiquement des optiques cinéma vont essayer d'optimiser pour ce problème-là. Donc quelque part, chaque aberration, il y a des aberrations qu'on peut très bien accepter sur des images, mais en fait, chaque cas d'usage a ses aberrations proscrites qu'il ne peut littéralement pas accepter. Donc le cinéma, ça va être peut-être le focus breathing, l'architecte, ça sera la distorsion, celui qui fait des paysages, ça sera peut-être les aberrations chromatiques. Voilà, quelque part, chacun a sa petite fixette. L'astrophotographe, ce sera probablement l'astigmatisme, l'effet des espèces de croix, les étoiles en croix au lieu d'avoir des étoiles bien nettes. Ça, c'est un problème d'astrophotographe. Et donc le travail quelque part côté optique, c'est d'essayer d'anticiper le cas d'usage de l'optique et d'essayer de maximiser les performances qu'on souhaite en supprimant les défauts qui pourraient gêner l'utilisateur à la fin. C'est qu'une histoire de compromis. On essaye de l'expliquer depuis plusieurs émissions où on aborde ces thématiques-là. Il y a effectivement des optiques conçues pour des usages spécifiques et tout est une question de compromis et que même quand qu'on mette 600 €, 1500 € ou 10 000 € dans une optique, les compromis seront mis ailleurs, mais c'est qu'une histoire de compromis. Timothée, pour terminer, le vignettage, c'est... Alors là, pour le coup, ça peut être un parti pris esthétique d'avoir du vignettage dans ces images. Ça vient de quoi? C'est une aberration de vignettage ou pas du tout? C'est qu'on a mal placé son pare-soleil en général. Ou qu'on a un problème de taille de capteur. Ça peut être ça en fait, hein. Ça peut être un problème de taille de capteur, hein. Parfois il y a eu des cas de figure de gens qui ont essayé typiquement de recycler des optiques pour APS-C en optique full frame et qui se sont rendus compte qu'en fait ça marchait pas. En fait, le vignettage, donc c'est pas une aberration d'un point de vue optique. Il y a quelques effets physiques qui sont vrais pour le vignettage et qui sont un peu naturel. En fait, quelque part, on n'y pourra rien par rapport à l'ouverture. C'est ce qu'ils appellent en physique, on appelle ça la loi en cosinus 4. C'est la puissance 4 du cosinus. C'est quelque part la lentille de dôme qui est en tête. Elle va accepter des rayons lumineux jusqu'à un certain angle. Et plus on va avoir une grande ouverture, et plus on va avoir un effet de dôme qui va être marqué, et plus on va perdre des rayons sur le bord. Et donc là, il y a une dimension qui est quelque part, on n'y peut rien. Côté conception optique, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut. Là, c'est vraiment les lois de la physique. Le plus souvent, ça reste quand même un problème de vignettage, ce qu'on appelle mécanique, donc en fait des parties de l'optique qui cachent une partie des rayons lumineux. Et en général, le vignettage, c'est aussi un compromis entre la dimension des optiques. Donc ça, on en avait discuté juste avant l'enregistrement. C'est par exemple le 105 mm f1.4 de Sigma a voulu absolument avoir pas de vignettage alors que celui de Nikon a du vignettage. Il y a quand même peut-être 600 ou 700 grammes d'écart entre les deux. On parle de deux optiques en monture réflexe, hein, on voilà, rappelle. C'est ça. Ouais. Donc peut-être que c'est un choix qui se regarde de ce point de vue-là. Après, c'est aussi un choix par rapport en fait à tout ce qui est les haloparasites, donc les flares, les ghostings, tous ces trucs-là. Donc les réflexions internes dans l'optique. Donc quand il y a en fait, quelque part, on essaie de protéger les réflexions, enfin protéger l'image finale des possibles réflexions internes dans l'optique. Et ça introduit forcément un peu de vignettage. Et donc là-dessus, il y a souvent un arbitrage à faire entre est-ce qu'on veut vraiment une optique qui résiste très bien au flair ou est-ce qu'on veut une optique sans vignettage, et on ne peut pas vraiment toujours avoir le meilleur des deux mondes. Bon, écoutez, on va conclure cette discussion sur ces mots. On a évoqué beaucoup de termes, beaucoup de notions liées aux optiques, à la qualité
d'image et à la qualité optique. Évidemment, on pourrait faire une émission dédiée sur chacun des termes que l'on a évoqués ici, mais voilà, on a déjà un beau panorama des notions importantes à connaître et comprendre quand on s'intéresse à l'univers des optiques en photo. Merci beaucoup Timothée de nous avoir tout expliqué. Alors je ne sais pas qu'on a tout compris. Faut prendre des notes. Alors, c'est vrai, une émission comme ça, faut vraiment prendre des notes. Mais en tout cas, voilà, il y avait beaucoup de choses.